Bonjour à tous. Après avoir vu la fois précédente la physiologie de l'équilibre acido-basique, nous allons voir maintenant les principaux désordres acido-basiques que l'on peut rencontrer. Je vous rappelle que le pH du plasma physiologique est de 7,40. Lorsque celui-ci diminue, on parlera d'acidose. Et lorsque celui-ci augmente, on parlera d'alcalose. Tout ceci pour définir ce qu'on va appeler dans un premier temps les désordres primitifs, tandis qu'on verra dans un deuxième temps les désordres secondaires et les phénomènes d'adaptation. Je vous rappelle également cette équation simplifiée de Henderson-Hasselbalch qui est la base du raisonnement qu'on va utiliser pour les désordres primitifs. Je vous rappelle que le pH est fonction des bicarbonates, la concentration des bicarbonates dans le plasma, qui dépend elle-même essentiellement, mais pas toujours, on le verra, du rein, du fonctionnement rénal, et d'autre part, elle dépend, cette équation, de la pression partielle en CO2, et la pression partielle en CO2, comme vous le savez, dépendra du poumon et essentiellement de la ventilation. Voyons donc les désordres primitifs d'origine respiratoire. Ceux-ci ont comme point de départ une variation anormale de la pression partielle en CO2 dans le sang artériel. De ce fait-là, on va donc avoir une variation du pH pour toutes les raisons que je vous ai exposées la fois dernière lors des bases physiologiques. N'oublions pas une chose très importante, c'est que la pression partielle du CO2 dans le sang artériel dépend étroitement de la pression alvéolaire du CO2 et que cette pression alvéolaire du CO2 dépend de la ventilation alvéolaire. Si cette ventilation alvéolaire augmente, la pression alvéolaire diminue et la pression partielle dans le sang artériel de CO2 diminue. Et l'inverse dans une situation opposée. Lorsqu'il y a donc hypoventilation alvéolaire, on voit donc que la pression partielle en CO2 augmente et donc que le pH diminue dans ce désordre primitif d'origine ventilatoire. A l'inverse, lorsqu'il y a hyperventilation alvéolaire, on va voir apparaître ce qu'on appelle une alcalose ventilatoire avec un pH qui est augmenté et une pression partielle en CO2 qui est diminuée. Les désordres primitifs peuvent aussi avoir une origine que l'on va qualifier de métabolique, le trouble primitif portant donc sur la concentration plasmatique en bicarbonate. Je vous rappelle que les bicarbonates sont régulés au niveau rénal, mais peuvent aussi être consommés par une production très importante d'ions H+. Désordre primitif d'origine métabolique. Il y a une diminution des bicarbonates. On obtient alors ce qu'on appelle une acidose métabolique. Le pH diminue et les bicarbonates sont bas. Dans l'alcalose métabolique, le pH est supérieur à 7,40 et les bicarbonates sont augmentés, donc dépassent facilement les 27 mEq par litre de bicarbonate dans le sang artériel. Je vous ai parlé aussi du principe de Stewart, vous vous souvenez, qui intervenait aussi dans l'équilibre acido-basique d'une manière complémentaire. Je vous rappelle que l'eau
existe sous forme d'H2O, mais aussi sous forme dissociée, et donc peut libérer des ions H+, et des ions H-, et que cela participe donc à l'équilibre de Stewart dont je vous ai parlé la fois dernière. Je vous rappelle que dans l'équilibre de Stewart, il y a obligation d'avoir égalité en le nombre d'anions et le nombre de cations. Et donc, lorsqu'on introduit par exemple du chlore, vous vous souvenez, il y a augmentation de la dissociation de l'eau et donc libération d'ions H+. Il est donc très important aussi de préoccuper du chlore. Hein. Je vous rappelle que normalement, les bicarbonates, c'est autour de 25-27 mEq par litre, mais que le chlore aussi joue un rôle extrêmement important, et que ce chlore, qui est le deuxième, qui est aussi, est environ présent, environ 100 mEq par litre de plasma. Le pH peut être lié à une augmentation, par exemple une alcalose, des bicarbonates, mais aussi peut résulter d'une diminution anormale du chlore. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une alcalose hypochlorémique. Dans l'acidose hyperchlorémique, c'est l'inverse, les bicarbonates sont bas, mais le chlore est augmenté. Pour regarder ça d'un peu plus près, les réanimateurs ont l'habitude de calculer le trou anionique pour essayer d'évaluer ce gap entre les anions et les cations et savoir si le trouble, l'acetose, résulte soit d'une augmentation du chlore ou si elle n'augmente pas d'une augmentation du chlore parce qu'il y a eu des acides organiques qui se sont accumulés. Donc lorsque le trou anionique est augmenté, c'est qu'il y a accumulation d'acides organiques. Donc je vous avais parlé de Stewart et donc je vous remets ici une de ses conclusions de ses études qu'il a réalisées il y a déjà quelques années. Disons qu'on peut induire donc une hyperchlorémie iatrogène par des cristalloïdes et ça provoque bien sûr un déséquilibre de l'équilibre. Donc je vous rappelle ce que je vais expliquer la fois dernière, que dans le plasma il y a un taux de sodium, vous le savez, de 140 mEq, tandis que le chlore, c'est autour de 100 mEq, et que dans les solutés cristalloïdes non balancés, en particulier du NaCl, il y a égalité entre le sodium et le chlore, ce qui donc provoque des troubles de l'équilibre acido-basique, et qu'on a intérêt à utiliser des cristalloïdes balancés. Je vous ai montré par exemple aussi les autres colloïdes qui ont ou non pas, suivant les solutés, ce déséquilibre entre le chlore et le sodium. Donc, on peut résumer les désordres primitifs par ce tableau, avec des désordres qui sont de nature respiratoire ou métabolique, avec une acidose ou une alcalose, et on voit que le trouble primitif dans les désordres primitifs, quand c'est respiratoire, porte sur les CO2, et quand c'est métabolique, sur les bicarbonates. Il faut cependant savoir que le désordre primitif va engendrer la mise en œuvre de processus de compensation physiologique. Ces processus de compensation, le plus souvent, vont faire intervenir l'organe qui n'est pas mis en cause dans le trouble primitif. Par exemple, si le trouble primitif est respiratoire, le mécanisme de compensation sera rénal. Celui-ci, on le sait, sera relativement lent, comme je l'avais expliqué dans les processus en physiologie de base de l'équilibre acido-basique. Donc, par exemple, dans une situation où on aurait une hypoventilation alvéolaire, une accumulation du CO2, pour limiter la variation du pH, il va y avoir intervention du rein qui va donc réguler les bicarbonates et il va y avoir augmentation du taux plasmatique du bicarbonate pour que le pH revienne proche de 7,40. Une compensation ne ramène
quasiment jamais le pH à une valeur strictement normale, mais le rapproche de 7,40. Passons maintenant au désordre mixte, c'est-à-dire qui sont à la fois ventilatoires et métaboliques. Une acidose mixte est donc caractérisée bien sûr par un pH qui est diminué, mais on voit bien qu'il y a intervention d'un phénomène ventilatoire puisqu'il y a augmentation de la pression partielle au CO2, mais qu'il existe également un trouble métabolique puisque les bicarbonates sont diminués. Dans cette situation, il n'y a donc pas possibilité de compensation, bien entendu. On peut également avoir des alcaloses mixtes avec élévation du pH. Ces alcaloses mixtes résultent d'une diminution de la pression partielle en CO2, liée à une hyperventilation, je le rappelle, et à une accumulation des bicarbonates pour la part métabolique. Là aussi, bien sûr, il n'est pas possible d'avoir une alcalose mixte compensée. Un petit mot des étiologies. Une acidose ventilatoire, je l'ai martelé, correspond à une hypoventilation alvéolaire, quelle que soit l'étiologie, et elles sont nombreuses, vous vous en doutez. Un arrêt respiratoire, une hypoventilation d'origine centrale, une hypoventilation d'origine médicamenteuse avec des morphiniques, mais également toutes autres situations du style bronchospasme, insuffisance respiratoire évoluée et en décompensation aiguë, par exemple. Elles sont donc extrêmement nombreuses, c'est les étiologies. L'alcalose ventilatoire est plus rare. Elle correspond soit à une augmentation de la commande centrale de la ventilation pour une raison ou pour une autre, iatrogénie ou médicamenteuse ou autre, mais aussi également une hyperventilation iatrogène liée à un mauvais réglage du ventilateur avec une ventilation réglée à un niveau trop haut pour les besoins du patient. L'acidose métabolique, elle peut être liée à un excès d'ions H+, qui vont consommer donc les bicarbonates. Il y a deux grands mécanismes pour les acidoses métaboliques, soit par rétention, et dans ce cas-là, c'est toute la problématique de l'insuffisance rénale évoluée, qui au stade terminal s'accompagne donc d'une acidose métabolique, ou soit par rapport excessif d'ions H+, soit d'origine exogène, et dans ce cas-là, c'est essentiellement les intoxications à l'aspirine, l'intoxication au méthanol et à l'éthylène glycol, mais également des apports excessifs d'origine endogène qui sont quand même plus fréquents, le prototype étant l'acidocétose diabétique, mais aussi toutes les situations que l'on rencontre couramment qui entraînent une augmentation des lactates sanguins, les états de choc, les ischémies, les hypoxémies graves, comme vous le savez. L'acidose métabolique peut également, à côté de cette rétention d'ions H+, être liée à une perte anormale de bicarbonate, soit une perte au niveau rénal, par exemple dans l'acidose tubulaire rénale, soit une perte du bicarbonate d'autres origines, et en particulier les pertes du bicarbonate du tractus digestif que l'on peut observer dans les diarrhées sévères, en cas d'iléostomie avec une fuite de bicarbonate importante. Il y a beaucoup de bicarbonate dans le liquide iléal. Les fistules hautes, il ne faut pas oublier que par exemple le suc pancréatite et la bile par exemple sont riches en bicarbonate, qui explique donc les pertes de bicarbonate et le risque d'acidose métabolique que l'on peut rencontrer. L'alcalose métabolique
Elle est rarement liée à un apport excessif de bicarbonate. Elle peut être liée, par exemple, à une perte d'ion H+. Je pense à les situations où on a une sonde gastrique qui donne énormément. Sur ce tableau, le résumé des principaux troubles acido-basiques que vous pourrez regarder à tête reposée pour bien voir les éléments du diagnostic. Je vous propose de faire quelques exemples de situations cliniques pour la suite. Sur la suite du diaporama, vous verrez des situations cliniques qui vous permettront de raisonner et de voir si votre raisonnement est exact, puisqu'il y a les solutions après chaque cas. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon courage pour la suite du cours et je vous dis à bientôt. Au revoir.